Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur notre série des schémas de base classiques. Alors aujourd'hui on va regarder le mat de Boden et puis par la suite on partira ensemble rapidement à l'analyse d'une célèbre partie qui s'est jouée il y a de nombreuses années et qui se termine également par un mat de Boden, ce qui vous donnera l'occasion de résoudre l'exercice tactique de cette partie. Alors, le mat de Boden, il est constitutif de la position suivante. Alors, vous voyez que le fou contrôle cette diagonale, donc le roi est privé de ces deux cases de fuite là. Vous voyez qu'en réalité, il a la case où il est et cette case-là qui reste pour l'instant accessible pour lui. Alors, le mat de Boden, c'est fou à 6 ici, et vous voyez que le roi est échec et mat, puisque par l'action du fou blanc, le roi est en échec et privé des cases blanches, et le fou contrôle les cases également de fuite du roi. Donc cette position est constitutive de ce qu'on appelle le mat de Boden. Alors nous allons tout de suite mettre en pratique cette nouvelle connaissance à travers une partie célèbre joué en 1934 à Budapest par le maître péruvien Esteban Canal. Alors, cette partie a été jouée dans le cadre d'une simultanée. Alors, la simultanée, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'un maître joue contre plusieurs adversaires en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'échiquiers disposés en général en rectangle, sur des tables en rectangle. Le maître est à l'intérieur du rectangle et joue un coup par échiquier et tourne d'un échiquier à l'autre, voilà. Et donc il n'a que quelques secondes pour jouer chacun de ses coups. Alors c'est un exercice assez impressionnant. Voilà. Donc cette partie a été jouée donc par le maître Esteban Canal, qui est un maître péruvien, et cette partie a été surnommée pour cette raison l'immortelle péruvienne, voilà, en raison de son côté particulièrement esthétique. Alors on va tout de suite rentrer dans la partie. Donc le maître a les blancs et en face on a un bon joueur mais qui n'est pas connu. C'est dans le cadre d'une simultanée. Alors le grand maître ouvre par E4, début du pion roi classique. Les noirs répondent par D5, constitutif du début scandinave, de la Scandinave. Alors E prend D5 tout à fait classique, Dame prend D5 classique également. Ensuite, on attaque la Dame avec le cavalier, la Dame part se réfugier en A5, D4 pour occuper le centre. C6 qui est également un bon coup, pour l'instant tout ceci est théorique. C6, l'intérêt c'est d'une part à terme de prévenir l'avancée du pion D5 qui pourrait gagner de l'espace dans le camp noir et qui pourrait être un petit peu problématique, et c'est également pour donner une case de retrait à la Dame si besoin est. Alors cavalier F3, on continue à se développer chez les blancs. Fou G4, cloue le cavalier sur la Dame. Fou F4, on continue à se développer du côté des blancs. E6, tout à fait logique, puisque le coup E5 n'est pas possible dans l'immédiat. Vous voyez que la case E5 est pour l'instant fermement contrôlée par les blancs. Et ça a l'intérêt de pouvoir développer le fou noir. Alors H3, donc on pose immédiatement une question au fou en sachant que si le fou recule, à terme on aura des idées, pourquoi pas, de jouer G4 et ensuite de pouvoir libérer le cavalier qui viendrait sur cette excellente case. C'est la raison pour laquelle les noirs suppriment le cavalier immédiatement, Dame reprend. Alors fou B4, c'est un coup intéressant parce que évidemment ça rajoute une pression sur le cavalier qui est pour l'instant défendu une fois par le pion, une fois par la dame. Alors ce coup est assez subtil parce que les blancs ont besoin de sortir leur fou blanc pour finir de se développer, et a priori on pourrait penser que dans cette position là le coup le plus naturel évidemment ça serait de partir faire petit roc et non pas grand roc et se mettre sous le feu du fou et de la dame adverse. Et la meilleure diagonale pour le fou blanc, c'est celle-ci. C'est que le fou blanc en D3 aurait une action extrêmement importante sur le roc noir. Admettons que les noirs se développent de manière classique, cavalier ici et petit roc.
Mais le problème, c'est que si on installe notre fou ici, et bah du coup on coupe l'action de la dame en défense du cavalier, qui là ne serait plus défendu qu'une fois. Et là, sur fou prend C3, B prend C3, dame prend C3, on ferait une fourchette extrêmement désagréable entre le roi et la tour. C'est la raison pour laquelle les blancs se contentent de jouer fou E2 afin de ne pas obstruer la défense de la dame. Les noirs répondent par cavalier D7 et par ce coup-là signifie au blanc qu'il y a de grandes chances qu'il roque de ce côté-là, hein, qu'il fasse grand roc, parce qu'on peut imaginer que s'ils avaient dans l'intention de jouer petit roc, ils auraient dans un premier temps sorti ce cavalier-là. Alors là, la position commence à devenir extrêmement intéressante. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de suite tactique forcée. Simplement, lorsque vous verrez la position finale, souvenez-vous que le grand maître péruvien a vu toute la suite à partir de cette position-là, en partant du principe que les noirs faisaient grand roc. Alors, les blancs vont jouer dans un premier temps A3. A3, ça ressemble un petit peu à un coup de débutant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en mettant le pion en A3, ça donne l'idée a priori qu'on veut attaquer le fou. Simplement, en réalité, le fou n'est pas attaqué. Pourquoi ? Parce que si le pion était amené à capturer le fou, eh bien évidemment, la dame capturerait la tour qui n'est pas protégée derrière. En réalité, le pion est cloué sur la tour. Donc le pion ne peut pas bouger. Donc si du côté des blancs on avait un débutant, effectivement ce coup-là ressemble à un véritable coup de débutant et on dirait que les blancs en réalité auraient mieux fait de finir leur développement, de roquer, et là effectivement dans un second temps ils auraient pu jouer à 3 qui constituerait une véritable menace. Mais pour l'instant à 3 ça ne menace rien. Mais le grand maître péruvien a vu beaucoup plus loin, et donc les noirs continuent logiquement à se développer par grand roc. Et là, contre toute attente, le premier coup de boutoir des blancs, pion prend B4. Alors c'est exactement le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la tour est toujours clouée. Donc les noirs, très logiquement, vont capturer la tour. Et en plus, ils capturent la tour sur échec. Donc c'est doublement un bon coup a priori. Donc là, les blancs avaient plusieurs coups à leur disposition. Ils vont jouer le coup surprenant, mais qui s'explique en réalité. Roi D2, qui attaque la dame avec la tour, mais la tour n'étant pas protégée, les noirs vont la capturer fort logiquement. Et là, on se retrouve dans une position où les noirs ont un écrasant avantage matériel, puisque vous voyez que ils ont 2 tours de plus que les blancs en contrepartie du seul cavalier qui est ici. Voilà. Alors, pour ceux qui souhaitent chercher maintenant le mat de Boden, je vous laisse le soin de mettre votre lecteur sur la touche pause, puisque là maintenant les blancs ont un mat forcé en 2 coups. Voilà, alors je vous laisse chercher. Alors, si vous avez trouvé, bravo à vous. Si vous n'avez pas trouvé ou vous n'avez pas voulu chercher, je vous donne immédiatement la solution. Alors, on reconnaît hein, les motifs du mat de Boden. Vous voyez que ce fou-là contrôle les cases de fuite du roi sur case noire. Et pour arriver au schéma du mat de Boden que je vous avais indiqué tout à l'heure, vous vous souvenez que le fou venait ici réaliser un échec et qui constituerait un échec et mat dans ce cas présent, puisque ces cases-là sont contrôlées par le fou de case noire. Alors, comment réussir à installer le fou ici, puisque vous voyez que pour l'instant, le pion B7 contrôle la case A6. Alors là, on va utiliser ce qu'on appelle un sacrifice de déviation. Le sacrifice de déviation, c'est quoi? C'est de sacrifier une pièce pour forcer la pièce adverse à ne plus remplir son office. Alors, le sacrifice de déviation et le joli coup à voir dans cette partie-là, c'est tout simplement dame prend C6, échec. Vous voyez que le roi ne peut pas partir puisque cette diagonale est contrôlée. Et donc, les noirs n'ont pas d'autre solution que de capturer avec le pion B7. Et c'est ça qu'on appelle le sacrifice de déviation, puisque le pion B7 qui contrôlait la case A6 et également la case C6 va être contraint
de reprendre la dame et du coup va perdre la protection de cette importante case ici. Les noirs, donc le premier coup, dame C6 échec, et là maintenant les blancs n'ont plus qu'à installer leur fou en A6 pour réaliser l'échec et mat. Vous voyez qu'on est dans la position du mat de Boden. Et donc cette partie est évidemment restée extrêmement célèbre, hein, puisque les blancs ont sacrifié 2 tours, ainsi que leur dame, pour réaliser un mat imparable. Alors, on va revenir un petit peu plus tôt dans la partie, et je vais vous expliquer la raison du sacrifice des tours. Puisque, pour quelle raison les blancs ont sacrifié les tours? Eh bien, c'est extrêmement simple, puisque vous voyez que dans cette position, si par exemple les blancs avaient joué immédiatement dame C6 échec, puis on prend, le fou n'aurait pas pu s'installer en A6 pour réaliser l'échec et mat, puisque la dame contrôlait cette case-là. Donc le but c'était également de, par ces sacrifices, de dévier la dame. C'est-à-dire qu'il fallait faire en sorte que la dame ne soit plus sur cette colonne-là et qu'elle ne contrôle plus cette importante case-là, sinon le fou n'aurait pas pu s'y installer. Et donc c'est la raison de toute la construction blanche. Vous voyez que tout est forcé après, puisque, alors, pour en venir dans la partie, pion prend B4, et là la dame n'a plus d'autre choix en réalité, puisque la dame ne peut pas se maintenir sur ces cases-là, elle ne peut pas venir ici, le seul coup à sa disposition, ça serait de venir sur cette case-là, mais si la dame vient sur cette case-là, il ne faut pas oublier que les noirs viennent de perdre une pièce. Voilà, les noirs viennent de perdre leur fou en B4, donc s'ils se contentaient simplement de reculer, ils seraient avec une pièce en moins. Alors, maintenant, dame prend A1 sur échec. Alors effectivement, si on ne voulait pas perdre plus de matériel, on aurait très bien pu mettre le cavalier en protection. Mais en faisant ça, la dame restait sur cette colonne A, et donc empêcher toute action du fou ultérieur en A6. C'est la raison pour laquelle les blancs ont sacrifié une deuxième fois la tour. Et là, à ce niveau-là, on se rend compte que les noirs n'ont plus le choix. Parce que les noirs ne peuvent plus se maintenir sur cette colonne A. Parce que vous voyez que la case ici est contrôlée par le cavalier, la case ici en A3 est contrôlée par le pion, la case A4 est contrôlée encore une fois par le cavalier, la case A5 est contrôlée par le pion en B4, et la case A6 est contrôlée par le fou. Donc les noirs n'ont aucune case à leur disposition sur la colonne A, et en outre, leur dame est sous le feu de la tour qui est en H1. Donc en réalité, les noirs n'avaient pas d'autre choix que de prendre la tour ou prendre le pion B2, mais en soi ça ne changeait rien au fait que la combinaison était maintenant possible, puisque la dame n'avait plus aucune action sur la case A6, case extrêmement importante pour venir délivrer l'échec et mat final. Donc ils auraient très bien pu prendre le pion B2, ils auraient perdu exactement de la même manière, et là dans le cas présent, ils ont préféré aller prendre la tour en H1, donc je pense pas de toute façon que les noirs aient vu la combinaison qui allait suivre, mais en tout cas, dès la prise de la tour en A1, le résultat était forcé. Et donc là, effectivement, cette case n'est plus protégée que par ce pion-là. Et donc là, le magnifique sacrifice de dame est imparable, on est obligé de reprendre, et le mat arrive ici. Alors je vais simplement repartir très brièvement à la position critique, voilà, de la partie, qui est celle-ci. Voilà. Quand les blancs jouent à 3, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est a priori un coup de débutant, il faut savoir que toute la suite que je vous ai montré à l'instant avait été évidemment vue par le maître, l'anticipation donc du roc de ce côté-là, et la fameuse prise laissant les deux tours en prise. Donc voilà, et cette partie est donc appelée l'immortelle péruvienne en raison du caractère particulièrement esthétique, comme je vous l'indiquais, puisque les blancs ont sacrifié 2 tours ainsi que leur dame. Alors j'espère que cette partie vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.